Le charisme est une notion dévoyée. À la base, c'est une notion en fait religieuse. Si on veut se concentrer sur les penseurs du charisme, en fait, il y en a surtout deux. Il y a saint Paul, même s'il hérite d'une tradition qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, hein, le Saint-Esprit. Et ensuite, il y a une éclipse du charisme comme concept. Il y a quelques résurgences au Moyen-Âge, mais en gros, il faut attendre Max Weber, donc le XXe siècle. Et à partir des mêmes racines que saint Paul, finalement, on dit autre chose. Alors aujourd'hui, on est complètement dévoyé puisqu'on parle de voitures charismatiques, de livres charismatiques. Bon, on peut faire dire n'importe quoi au mot, on a le droit. Mais bien que le concept soit flou, en fait, on est dans un concept qui est à la fois très précis dans ses auteurs et dans sa racine et très flou dans son usage. Alors, saint Paul est d'ailleurs lui-même charismatique. On peut dire que le christianisme, c'est la bataille entre un charismatique et un non charismatique après la mort du Christ. Il y a saint Paul qui est un métissé, il y a saint Pierre. Saint Pierre est dans le temps, il est dans la temporalité, il veut garder le judaïsme. Il dit Jésus n'a jamais dit qu'on faisait une nouvelle religion. Il veut garder la circoncision. Il est temporel. Et une idée qu'on va avoir dans le charisme, saint Paul, lui, il est spatial. C'est un homme de tous les endroits. Il est assez métissé. C'est un citoyen romain qui a fait un militaire qui a fait la chasse aux juifs pendant quelque temps, aux chrétiens, pardon, pendant quelque temps. Il est de culture grecque. C'est en fait le missionnaire. On peut dire que le combat Saint-Pierre, Saint-Paul, charismatique ou gestionnaire, temps et espace, c'est un peu le missionnaire et le fonctionnaire. Enfin, entre guillemets, je prends l'acception commune. Et saint Paul est intéressant parce qu'il arrive à prouver entre autres 12 apôtres qui ont vécu quand même assez étroitement près du Christ pendant 2 à 3 ans, qu'ils n'ont rien compris. Que lui, par une fulgurance, une immédiateté, un accès direct à la gnose, à la vision, à la connaissance, il en sait autant, si ce n'est plus. Bon, ça met 2-3 années à rentrer dans les mœurs, mais quand même, c'est assez audacieux. Et saint Paul dit en fait... La charisme, d'abord c'est intéressant, tout le monde peut l'avoir. A priori, Dieu nous a donné des potentiels à chacun d'entre nous. Mais il dit que c'est une dialectique. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est sa culture grecque. C'est à la fois un don qui aurait tendance à m'isoler, à faire que je ne suis pas n'importe qui. On me reconnaît, on me repère. J'ai la faveur des dieux. C'est un mot grec, charisme, qui voulait dire don, cadeau, faveur, reconnaissance. Il y avait beaucoup de choses. Donc, ça aurait tendance un peu à me rendre égotique, à m'isoler. Mais paradoxalement, ce don exceptionnel, d'ailleurs, le ex va être repris par Max Weber, ce sont des gens exceptionnels, a priori, qui le font croire. Ces dons exceptionnels qui me valent la faveur des dieux, eh bien, je les redonne. Ces dons, je les redonne. Je les redonne à la communauté. C'est un peu les langues de la Pentecôte qui tombent sur les apôtres et qui leur donnent des dons exceptionnels. La glossolalie, le don des langues, on pourrait dire aujourd'hui la communication pluriculturelle. Le don thaumaturgique, c'est celui au contact duquel on se bonifie, on a l'impression d'être meilleur, plus grand. Le don de la connaissance, de discernement, le don de prophétie, de la vision. Bref, entre les épîtres, il y a entre 8 et 12 dons. Donc, aujourd'hui, la problématique du charisme, c'est comment être intense et faire des miracles. C'est né dans une région, le bassin méditerranéen, où on croit beaucoup aux prodiges, aux miracles, aux prophètes. Comment être intense, arriver à faire des miracles, tout en ne se déconnectant pas, en fait, de l'environnement. Comment être intense, parce que les miracles, c'est une intensité, c'est une exceptionnalité. On retrouve ça chez Howard Gardner, la théorie de l'exceptionnalité. Comment être exceptionnel, tout en étant quand même acceptable par la collectivité. Là, il y a une grande dialectique. Alors, la réponse que, modestement, j'ai envie d'y apporter, c'est d'accentuer la dialectique de saint Paul. Sans intensité, sans puissance, il n'y a pas de charisme. On ne le dit pas assez. On confond trop le charisme et la séduction. Dans la séduction, je perds ma puissance, je me mets dans la puissance de l'autre. C'est tout comme toi, ma chérie. Non, le charisme, en vérité, je vous le dis, c'est comme ça, que vous le vouliez ou non. C'est l'autre qui vient à moi. Mais difficile, la problématique de la puissance. Où est-ce que commence la puissance et où est-ce que finit la puissance et commence l'hubris, la démesure qui faisait très peur aux Grecs. La réponse est la dialectique. Et c'est ce que je propose, c'est toujours avoir une puissance opposée à la première. Les grands charismatiques, finalement, sont un peu difficiles à cerner
parce qu'ils sont contradictoires. Et ils n'en souffrent pas une seconde, au contraire, ils accentuent souvent leurs contradictions. La première, on l'a vu par saint Paul, c'est singulier pluriel. La deuxième, assez classique, c'est masculin-féminin, qui est une vieille dialectique des héros. Je dis souvent dans toutes les cultures, le paradoxe des héros, c'est de pleurer. Parce que comme ça, je ne suis pas un salaud. Je suis un héros qui sauve la veuve et l'orphelin, j'ai du pathos, donc ma puissance peut être acceptable. Mais il y a bien d'autres dialectiques qu'il faudrait réintroduire aujourd'hui dans les séminaires de management. On cherche trop les valeurs absolues. La dialectique, je le rappelle, est amorale. Elle n'est pas immorale, elle est amorale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeurs en soi qui sont intéressantes. Pour un dialecticien, c'est d'abord l'intensité. Jusqu'où aller trop loin? J'aime beaucoup cette phrase, je crois que c'est de Cocteau, j'en jurerai pas. Jusqu'où aller trop loin? Mais cette dialectique, à un moment donné, on peut aller très loin, mais à condition qu'on soit capable d'aller très loin dans le sens exactement opposé. Je n'ai pas dit Macron en même temps, au même niveau. Non, c'est la loi plutôt de l'Ecclésiaste. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose. Je ne vais pas le faire au même moment. Mais il y a un moment de ma vie où je devrais faire, ou même il y a un moment de mon mois, de mon année, où je devrais être capable d'être aussi intense dans une relation différente. Et à ce moment-là, le héros qui sait aussi s'émouvoir, qui sait pleurer, intelligence émotionnelle, on dirait aujourd'hui, eh bien, devient quelqu'un qui est aimable. Sa puissance est acceptable parce qu'elle est au service de la communauté. Alors, Max Weber va reprendre un peu cette notion de saint Paul. C'est les années 20, il y a un désenchantement, on est déçu par les hécatombes de 14-18. On est déçu aussi par la machinisation, la société moderne. Et sa réponse, c'est que le charisme, c'est le troisième pouvoir. Celui qui est intéressant dans les crises. Dans les crises, le pouvoir traditionnel, je suis le roi, fils de mon père, bon, ça, c'est limite. Parce que justement, on verra que la crise, ça vient souvent de la tradition. Quand trop d'une chose existe, elle tue la chose. La crise au sens étymologique, cribler, discerner, c'est qu'on n'arrive plus à discerner le réel parce qu'on s'est endormi dans une espèce de perpétuation. C'est toujours pareil au même. Premier pouvoir, la tradition. Deuxième pouvoir, le rationnel légal. Il y a des lois de démocratie qui fait que la majorité fait que je suis élu. Tout ça, ça saute en période de crise. En période de crise, Max Weber nous dit, il y a un seul pouvoir qui tient vraiment. Le type est rentré dans la salle, il a même pas parlé, il a ouvert la porte, à la gueule du prophète, on l'a acheté. C'est presque un tutu personné. C'est du direct. Parce qu'il nous vend une exceptionnalité. Il est extraordinaire, exceptionnel. Il vient, et ça me fait rappeler la théorie de Joly sur la périphérie, qui est finalement une très vieille théorie dans l'histoire. Il vient de la périphérie. Les grands charismatiques sont dans l'espace. En général, ils ne viennent pas du centre, ils viennent des périphéries pour rénover le centre. Et ça, ils le donnent à voir sur eux. Que ce soit un accent à couper au couteau de Bonaparte italien, voire même d'Hitler. Ce sont souvent des gens dont on sent qu'ils ne sont pas de chez nous. Ils ne sont pas du centre et ils ne sont pas du centre élitiste. Ils sont de la périphérie un peu rugueuse, un peu pataude. Les grands charismatiques, je pense par exemple à Alexandre, n'est pas grec, il est macédonien. Les marches de Lorraine pour Jeanne d'Arc. Gandhi fait toute sa carrière d'abord au Natal. Les grands conquistadors ont un point commun, ils viennent d'Extrémadure, l'extrémité récemment conquise de l'Espagne. Cortés et Pizarro. Alors on peut dire la théorie ne marche pas tellement avec De Gaulle et César. Je me fais l'avocat du diable. Sauf que César, quand vous regardez bien, et pourtant il rencontre beaucoup de personnes avant 40, il ne devient vraiment charismatique que lors de son départ à Londres. Il y a cette espèce d'aura de l'homme qui parle de loin, du phare. Et César, c'est encore plus troublant, parce qu'il n'y a pas plus romain que César, sauf que César, il ne vit pas dans les quartiers huppés des sénateurs, il vit au Laventin, parce qu'il y a d'échéances sociales, financières de sa famille, et c'est la seule famille sénatoriale qui, déchue, vit à la périphérie, chez les Laventins, les laveurs de carreaux, on dirait le 9-3 aujourd'hui. Donc le charismatique, c'est quelqu'un qui va finalement se heurter au passé. Même s'il va évoquer des grands passés, mais assez lointains, c'est plutôt le passé immédiat. C'est quelqu'un qui préfère l'espace, il vient de la périphérie, il admire le centre. Alexandre admire Athènes, mais il va rénover le centre en ayant une espèce d'indépendance d'esprit, de perspective assez libre, d'intensité encore un peu rugueuse, il ne s'est pas encore frotté à la civilisation telle que le centre l'imagine. Et c'est quelqu'un, et c'est une grande loi que, par exemple, quelqu'un comme Sarkozy, on m'a demandé s'il était charismatique, n'a pas appliqué. C'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à secouer l'élite.
à secouer l'élite temporelle, l'élite normative. La phrase anticharismatique par excellence, c'est « je serai un président normal », puisque les crises ne se résolvent jamais par la normalité. Comme Einstein disait, un problème ne se résout jamais au niveau où il a été posé. Donc ce sont des gens qui sont un peu bizarres, qui sont d'ailleurs, qui sont exotiques, qui renforcent cet exotisme, qui l'ont d'ailleurs tellement en eux que très souvent ils finissent mal parce qu'ils finissent par prendre presque la position de leurs ennemis. C'est fou comme les charismatiques en général viennent des périphéries et en général finissent par épouser la cause des gens qu'ils ont finalement dominés. Je pense à Cortés, qui est fasciné par les Amérindiens, qui a des fils métis qu'il veut faire reconnaître. Alexandre le Grand, dont la garde personnelle à la fin est une garde perse, on ne le dit pas assez. Ce sont souvent des gens de l'espace et ils vont contrer, ils vont rénover le centre avec puissance en étant des joueurs bigarrés. Au nom du centre, ils vont retourner les valeurs du centre contre lui-même. Ça, c'est quelque chose qui arrive. Alors, les grands axes du charisme, dans cette intensité, tout part de l'intensité. Tout part de la puissance. Tout part du combat. Le mot combat, aujourd'hui, le mot lutte est assez dévoyé. Moi, j'ai sûrement en permanence un petit poème de Victor Hugo, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Bon, cette notion de lutte, de combat est assez mal vue, mais ce sont des gens qui résolument sont dans un combat de force, d'intensité. On ne prend pas la crise autrement qu'à bras levés. Mais ce combat, ils vont le rendre magique par une dialectique. En fait, deux dialectiques. La première grande dialectique, c'est la puissance est confrontée en permanence. Un mot qui est un peu galvaudé aujourd'hui, la bienveillance. Je préfère le mot de Freud, qui disait l'illusion d'amour. Ce ne sont pas forcément des gens qui aiment leurs troupes, quoique souvent c'est tout à fait compatible avec le fait qu'ils les envoient à la mort. Mais en tout cas, ce sont des gens qui font tout pour qu'on croie qu'ils ont une relation de père à fils. D'ailleurs, souvent on dit le père est mort pour De Gaulle, mes enfants. Donc c'est un certain nombre d'outils. D'ailleurs, qu'on enseigne à gauche à droite, mais eux, ils les ont un peu regroupés de façon intense. C'est des outils de reconnaissance de l'autre, de bienveillance de l'autre. En tout cas, ils en donnent l'impression. Les grands classiques, c'est le « je vous ai compris » de Gaulle. La bienveillance commence par la compréhension de l'autre. Je vous prends avec moi, je vous comprends. C'est les signes de reconnaissance. Soldat, je suis content de vous. Et là, on retrouve les théories des sentiments, être content, on est dans l'émotion. Donc, il y a le premier couple, Yang et Yin, qui est cette puissance, doit apparaître comme étant au service d'une bienveillance de l'autre. L'autre doit grandir au contact du... En tout cas, c'est ce qui doit être projeté. Et l'autre dialectique, peut-être plus subtile, elle est verticale. Ce sont des gens du ciel et de la terre. De Gaulle, dans l'art de... le fil de l'épée, pardon, parlait de l'élévation. C'est l'élévation des idées. C'est par exemple se croire un destin. C'est une des phrases d'ailleurs de De Gaulle, viser haut, voir grand, juger large. C'est Jacques Welch, tout à l'heure on parlait d'en faire trop au passé, qui disait toujours, je pense que j'ai réussi, que j'ai été le président de la General Electric, parce que j'en ai toujours fait un peu plus que ce qu'on m'a demandé. On n'est pas dans l'hubris, mais on est dans quelque chose quand même qui se répand un peu. Donc, deuxième dialectique, c'est une dialectique d'ambition, d'élévation, de vision, dire aujourd'hui le manager visionnaire, de prophétie. C'est vrai, je dis souvent à mes clients, prophétisez, vous direz beaucoup de conneries, surtout au début, mais ce n'est pas grave, il suffirait que dans une des prophéties, il y en ait une qui marche pour qu'on dise Warren Buffett. Ah non, ça c'est extraordinaire. Le cas Hitler est très intéressant. Moi, je trouve qu'Hitler n'était pas charismatique, surtout pas au début. Les élections sont gagnées par de la pression politique, les élites d'en face sont un peu mis sous boisseau, mais quand même, il y a un retournement de l'Allemagne, après 1933 d'ailleurs, entre 1933 et 1937, 1938, dont on ne parle pas assez. Il a les élections de 1933 assez justes, autour de 50, 52, je crois. 80% des Allemands basculent dans les 4 années qui suivent. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est vraiment cette stratégie charismatique qu'il met en place? Il va prophétiser. Et prophétiser des choses qui sont tellement aberrantes que 2-3 fois, l'état-major a failli le déposer. Nous allons réarmer la Rhénanie, pas de problème, les Français et les Anglais ne vont pas bouger. C'est ce qui se passe. Nous allons envahir les Sudètes, pas de problème, bien que ce soit un allié de la France depuis toujours, violation du traité de Versailles, pas de problème, on ne bouge pas. 2, 3, 4, lance-louche, pas de problème. Donc à la fin, les gens se disent, on a un prophète. Il ose prophétiser. Et le dernier point, élévation, prophétie, ambition, on peut dire aussi originalité, qui a tendance à me distinguer de loin des autres. Humus, humilité. C'est un peu la symbolique que l'on voit depuis la nuit des temps sur le genou. Vous savez que le genou est un mot important en indo-européen qui a donné le genre.
un noble qui était capable de garder son élévation, sa tenue, tout en étant à genoux, pouvait être anobli. C'est cette notion de mettre pied à terre. C'est presque à une époque, Adéco m'avait demandé d'analyser le mythe de la Belle au bois dormant, du prince charmant, qui est très archétypal, comme le son sur le charisme. Le prince est charmant parce qu'il descend. Il descend de cheval. Il se met à pied d'égalité, il descend de son piédestal, et ensuite il sert de marchepied pour faire monter. Donc, d'ailleurs, toute l'histoire de la Belle au bois dormant, c'est les hauts, les bas, élévation, humilité, humilité, élévation. Et en particulier l'humilité, ils l'ont dans le fait que, par exemple, Steve Jobs, à un moment donné, il s'engage. Il s'engage à main nue. Ils descendent dans la salle, ils descendent de cheval. Et c'est ce qui fait d'ailleurs l'exploit. Comment quelqu'un qui est mu par un destin, une haute idée de sa mission, de lui-même, eh bien, à un moment donné, avec très peu d'armes, une certaine frugalité, il prend le pari du défi. Donc voilà pour moi les 4 grandes dialectiques du charisme. Pour terminer, il faut l'incarner. Tout le charisme commence par une mise en scène. La mise en scène de, si possible, l'élévation, la verticalité, les pieds dans la terre, le muscle, les appuis. Et puis il y a aussi une incarnation, toujours yin devant, yang derrière. Bon, ce sont des grandes lois du charisme, alors que les gens font à peu près l'inverse. Ils se protègent toujours devant, la bouche, le ventre, le sexe, tout. Et puis derrière, c'est mollasson. C'est exactement l'inverse. D'ailleurs, c'est un beau mot, ça s'appelle le saut de l'ange. Toujours yin devant, yang derrière. Merci. Merci Françoise de cette belle démonstration de l'incarnation du charisme. Y a-t-il une faiblesse rédhibitoire, un défaut qui contredit ces 4 caractéristiques que tu viens de décrire? En tout cas, qui les freine, oui. Comme tout vient de la puissance, c'est forcément quelque chose qui va atténuer la puissance. Et ce qui peut l'atténuer, c'est le manque de confiance en soi. C'est vrai que le charismatique, c'est une phrase d'ailleurs que j'emprunte à, je crois que c'était Catherine Deneuve, dans une émission de radio, on lui demandait qu'est-ce que vous attendez d'un homme qui vous impressionne, qu'il se croit un destin. Alors c'est très difficile de se croire un destin quand on n'a pas confiance en soi. Donc tout commence par la confiance en soi. Maintenant, comment la créer? Peut-être en se mettant dans des situations exceptionnelles, où je vois que malgré toutes les prédictions, eh bien le défi a marché. Il y a une personne dans mon prochain livre, sur les 17 personnages que j'analyse, qui est Eva Perón. Non pas que j'ai une admiration sans borne, mais il se trouve qu'un tiers des Argentins font encore le signe de croix quand on parle d'Eva Perón. Donc il faut quand même comprendre comment, pourquoi. Et elle est passionnante parce qu'elle réunit pas mal de critères, surtout des critères d'origine, j'allais dire. Un, c'est la dernière de la famille. Vous allez me dire, et alors? Mais elle n'est pas reconnue par son père. Parce qu'entre-temps, le père, il s'est remarié, et puis la nouvelle femme lui dit, écoute, il faut quand même que le nôtre, le prochain, il ait un peu une dot. Donc la dernière, tu ne la reconnais pas. Donc de toute la lignée, c'est l'absence du père. C'est très lacanien, le père n'est pas là. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le chercher ailleurs. Elle va aller se construire. Elle habite loin du centre, donc elle a déjà une perspective plus indépendante d'esprit, la périphérie. Elle a l'absence du père. Elle a à la fois l'espace, elle n'a pas le temps. Elle est hostile à toute forme d'élite. Elle est hostile à toute temporalité. Et puis, 3, elle va aller vers le théâtre. Elle cherche des rôles. Elle ne sait pas qui elle est. Elle n'a pas d'identité. Donc elle va usurper des identités à Radio Buenos Aires en jouant des rôles de femmes célèbres. Et comme c'est une mauvaise actrice, il n'y a pas de distanciation. Elle épouse le rôle. Et toute la vie d'Eva Perón, c'est que finalement, elle va jouer les personnages qu'elle a joués auditivement pendant 2-3 ans à la radio. Et elle fait des choses exceptionnelles. Très courageuse aussi. Et complètement dialectique. Elle rentre dans une assemblée de syndicalistes, les descamisados, on dirait les sans-dents chez nous, les sans-chemises. Et elle a des bijoux à tous les bras, à toutes les mains, elle a du vison. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, oui, bien sûr, vous allez me dire, je l'ai volé, bien sûr, mais je l'ai volé pour vous. Et elle se déshabille, elle le jette. Elle le jette à la foule. Elle voit au premier rang une femme qui a la syphilis, au dernier degré, elle descend, elle l'embrasse sur la bouche. Ah, les gens s'agenouillent. Donc, elle allie dans toutes ses stratégies et à l'origine même de son destin, vraiment des prototypes qu'on trouve chez Steve Jobs, par exemple. Adopté de parents syriens avec un certain mystère sur ses origines, d'ailleurs qu'il entretient. Il y a 3 années de sa vie sur lesquelles il y a du flou. Il y a du flou sur l'origine. Ça, c'est le charisme. Donc, on se construit un nouvel empire dans l'espace. Merci François pour tous ces enseignements brillants.